L'œuvre de Francis Bacon est pauvre en paysages. D'aucuns prétendent même que ce genre aurait été méprisé par le peintre au profit du portrait. Mais s'obstiner dans cette voie serait faire peu de cas d'un de ses plus beaux tableaux réalisés en 1952, l'étude de silhouette dans un paysage. Une huile sur toile, format portrait, de belle taille, 1,89 m par 1,37 m, joyau de la Phillips Collection. Dominée par des tons azur et or, elle représente un personnage accroupi dans de hautes herbes. À l'arrière-plan, un bois que surmonte une trouée de ciel. Le tout est d'un réalisme serein, très inhabituel chez Bacon, plutôt familier d'un horrifique surréalisme. Les 2/3 inférieurs de la composition sont occupés par la savane. Chaque brin d'herbe est peint séparément et diversement orienté, avec un coup de pinceau vif, si bien que l'ensemble évoque le mouvement de la végétation, mais sans la moindre déformation de l'image ou anamorphose auquel le peintre nous a habitués. Ici, la belle nature triomphe et non la monstruosité, l'Afrique du Sud, que Bacon a visité en 1950 et 1952 en allant rendre visite à sa mère. Au centre, en avant de la ligne d'horizon, et à la pique d'une verticale en pointillé qui coupe le tableau en deux, Bacon a peint en grisaille la silhouette tassée d'un nu masculin, comme s'il s'agissait d'un collage photographique en noir et blanc. Un sauvage, mi-homme, mi-animal, saisi dans un instantané avec un effet de flou. Cette technique trahit la grande ambition du peintre britannique, faire se concurrencer peinture et photographie. La silhouette est prolongée par une ombre oblique qui permet de situer la scène dans le temps, une chaude après-midi, et de creuser l'espace de la toile. Sur la droite, 2 oiseaux noirs, stylisés à l'extrême, soulignent la vulnérabilité du mammifère. À l'instar des animaux parqués dans les réserves naturelles, l'homme est susceptible de devenir la proie des rapaces. Le tiers supérieur du tableau est occupé par les arbres et la déchirure de ciel bleu. Leur texture vaporeuse relève davantage de la technique du pastel que de celle de l'huile, et elle rend le paysage de fond moins figuratif que celui du premier plan, si bien qu'un éventuel incendie de forêt pourrait s'y deviner. Rien ne distingue vraiment cette étude de celle du babouin, peinte 1 an plus tard, si ce n'est une impression de communion avec la nature et d'absolue liberté que ne connaît pas le singe, dont le destin est partagé entre la savane et la cage du parc zoologique. Tout la distingue en revanche de l'autre étude de nu accroupi, visible au Detroit Institute of Art, pourtant contemporaine, mais tellement plus baconienne, avec sa mise en scène géométrique de la figure humaine sur une ellipse et dans un cube de verre. Longtemps, j'ai pris cette étude de silhouette dans un paysage pour un hommage à Vincent van Gogh. Tant sa technique et sa palette m'évoquent le champ de blé au corbeau ou la vigne. À l'évidence, Francis Bacon paie ici sa dette envers l'un de ses maîtres avant de lui consacrer une série réalisée en quelques mois et exposée en 1957 par son premier marchand
Erika Browsen, directrice de la Hanover Gallery à Londres. Cette série compte pas moins de 8 variations, dont 6 études pour un portrait de Van Gogh et 2 études de paysage. La première ressemblant à s'y méprendre à notre étude de silhouette. Aujourd'hui dispersée dans des collections publiques et privées à Londres, Paris et Washington, elle a été réalisée d'après une reproduction en couleur de l'artiste sur la route de Tarascon, peint en 1888 et détruit par le feu en février 1945 au cours du bombardement du Kaiser Friedrich Museum de Magdebourg. Van Gogh s'est représenté avec allégresse, légèreté et dynamisme, alors qu'enthousiaste, il découvre la Provence et la lumière du midi. Son regard très bleu est protégé par un chapeau de paille, son encombrant matériel de peintre est aisément porté sur le dos, sous le bras gauche et dans la main droite. Ses pas sont alertes, il s'est campé sur une route entre 2 arbres, devant un champ de blé et une prairie. Mais ce paysage, peint tantôt en aplat, tantôt en couches séparées, fonctionne moins comme une entité picturale que comme décor de l'autoportrait. En effet, le regard du spectateur se porte essentiellement sur la silhouette du peintre, au premier plan, et sur son ombre, particulièrement appuyée pour traduire le mouvement. On assiste au départ de l'artiste vers son motif, la campagne arlésienne insolée. L'ocre, le jaune et le bleu dominent pour dire l'éclat de la lumière et l'humilité du peintre, vêtu d'un bleu de travail, tel un ouvrier. Francis Bacon est fasciné par ce fantôme de tableau. « J'ai toujours aimé cette toile, dit-il, et comme rien jusque-là n'avait marché, j'ai pensé que je pouvais en tirer quelque chose. » En effet, avec ses variations sur l'autoportrait de Vincent, il sort d'une période artistique troublante et troublée, où il accède à la notoriété internationale, exposition à New York en novembre 1953 et participation à la Biennale de Venise en 1954, où il détruit l'essentiel de sa production, seule une quinzaine d'œuvres subsistent de la période 1929-1944, mais aussi où il inaugure une manière de peindre encore plus violente qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En témoignent les contrastes marqués entre l'ombre et la lumière, le clair et l'obscur, l'explosion des couleurs virulentes, jaune, bleu, rouge, vert, noir et outre-mer, loin de la tendance monochrome qui caractérise 3 études de figure au pied d'une crucifixion ou painting. En témoigne aussi la touche nerveuse, zébrant, voire griffant la toile, à grands coups de pinceau et de sable, et l'apparition des diagonales qui esquissent l'inquiétante géométrie de l'enfermement. En plein âge d'or de l'abstraction, 1945-1970, avec la série des Van Gogh, Bacon interroge non seulement le portrait, le rapport entre la figure et le paysage, mais aussi l'autoportrait. Car le Britannique ne se contente pas de copier le Hollandais. Il lui emprunte le thème de l'artiste en partant sur le motif, la silhouette masculine et son ombre, le chapeau de paille et le sac à dos, les 2 arbres et la route. Mais que ce soit de nuit ou de jour, le paysage comme la figure n'ont plus rien à voir avec l'original. Ils subissent une distorsion comme s'ils gardaient inscrite au plus profond d'eux-mêmes
la tragique empreinte d'Auschwitz et d'Hiroshima. Son Van Gogh semble sortir d'un camp d'extermination et traverser une nature radioactive et perdue. Quant à son paysage, il devient portrait d'une époque catastrophique et illustre à merveille sa défense. Ce n'est pas ma peinture qui est violente, c'est le monde qui est violent. Ainsi Bacon se sert-il du tableau de Vincent comme d'un archétype du peintre au XXe siècle. Et il opère un glissement vers l'autoportrait. En effet, avec cette série en hommage aux suicidés de la société, il nous raconte sa protestation contre la société homophobe et son combat d'artiste, si lapidairement formulé par Philippe Solers. Vous avez tué Van Gogh, le revoici, vous ne m'aurez pas. Et de fait, il sera promis à une reconnaissance internationale et à une belle longévité. 1909-1992.